La neige dépassait déjà mes chevilles quand Béatrice Roche a jeté mon manteau à mes pieds comme si c'était un déchet qu'elle ne voulait pas voir toucher son perron. Prends tes bébés et disparais. Je me suis penchée aussi vite que possible avec Éléonore contre ma poitrine. Un bras la berçait encore tandis que je tirais le manteau sur mes épaules de ma main libre, ne parvenant même pas à l'enfiler complètement avant qu'Adrien ne pousse la porte plus largement derrière sa mère. Mes bottines, celles que je gardais près de l'entrée pour les allers-retours rapides à la boîte aux lettres, étaient toujours là et j'y fourrais mes pieds à moitié lacés, mes mains étant trop tremblantes et occupées par des nouveau-nés pour gérer le reste. Ce n'était pas suffisant, pas face à une nuit aussi glaciale, pas face au vent qui coupait à travers un manteau non boutonné et des bottines non attachées, mais c'était mieux que rien et à ce moment-là, mieux que rien n'était tout ce que j'avais le temps de saisir. Sa voix a claqué dans l'air gelé, assez aiguisée pour réveiller les jumeaux dans mes bras. Éléonore a commencé à pleurer la première, son minuscule visage crispé et rouge contre le froid. Gabriel a suivi une seconde plus tard, son cri plus fin, plus faible, âgé de 10 jours et apprenant déjà que le monde pouvait se retourner contre vous sans avertissement. Je me tenais là, sur l'allée gelée de la maison où je vivais depuis 2 ans, serrant 2 nouveau-nés contre ma poitrine, mon manteau ouvert sur une mince chemise de nuit d'allaitement, les bottines à moitié lacées et se remplissant déjà de neige. Regardant mon mari fermer la porte d'entrée derrière sa mère sans une seule fois me regarder. Adrien n'a même pas scié. C'est la partie qui reste encore coincée dans ma gorge tout ce temps après. Ce n'était pas le froid, ni les cris de Béatrice, c'était de regarder l'homme que j'avais épousé se tenir sur le seuil de notre maison, la lumière chaude se déversant derrière lui. Et choisir de laisser la porte se refermer sur ses propres enfants comme si nous étions quelque chose qu'il avait déjà jeté aux ordures il y a des jours. Il pensait que je n'avais nulle part où aller. Il pensait que j'étais une designer indépendante en difficulté, couvrant à peine le loyer, dépendante de la famille Roche pour chaque couche, chaque repas, chaque souffle de stabilité qu'il me restait. Ils n'avaient aucune idée de qui se tenait réellement devant eux. Et d'ici la fin de cette histoire, ni Adrien ni sa mère ne l'oublieront jamais. Mon nom est Clara Beaumont, et 10 jours avant cette nuit dans la neige, j'ai donné naissance à des jumeaux dans une chambre d'hôpital où mon mari a vérifié son téléphone 43 fois pendant 11 heures de travail. J'ai compté. Quand vous êtes allongé là, agrippant une barre de lit pendant que votre corps se déchire pour mettre 2 vies au monde, compter devient la seule chose qui empêche votre esprit de se briser sous la douleur. 43 fois. Son écran éclairant son visage alors qu'une infirmière me tenait la main parce qu'il ne la tenait pas. Je me suis dit que c'était le stress, les nerfs d'un nouveau père. Je me suis dit beaucoup de choses durant ces années parce que c'est ce qu'on fait quand on a construit toute sa vie d'adulte autour d'une histoire qu'on a besoin de croire vraie. Voici l'histoire que je dois vous faire comprendre d'abord, car rien de ce qui s'est passé plus tard n'a de sens sans elle. Il y a 3 ans, j'ai rencontré Adrien Roche lors d'un gala de charité à Paris. J'étais là pour représenter un cabinet de design haut de gamme. Du moins, c'est ce que disait ma carte de visite. Ce qu'elle ne disait pas, c'est que le cabinet était le mien. Je l'avais construit à partir de rien, en commençant par des croquis dessinés à la main vendus depuis un studio loué quand j'avais 24 ans, pour en faire un nom que les clients résidentiels fortunés murmuraient dans des salons où je n'étais même pas présente. Je créais sous un pseudonyme professionnel, Léonie Castel, un nom que j'avais créé à l'époque où j'étais terrifiée à l'idée que si les gens savaient qu'une femme d'une vingtaine d'années sans diplôme formel d'architecture était derrière le travail, ils cesseraient de me prendre au sérieux. L'alias est devenu une sorte d'armure. Personne dans le monde d'Adrien n'avait jamais fait le lien entre Clara Beaumont, la femme discrète qui se présentait au dîner de famille dans des vestes de seconde main, et Léonie Castel, la designer dont la liste d'attente s'étendait sur 18 mois. Je n'ai jamais menti sur ma réussite. Je ne l'ai simplement jamais affichée. Il y a une différence, même si la famille Roche allait passer les 3 années suivantes à refuser de la voir. En grandissant, l'argent avait toujours été une source d'humiliation silencieuse dans ma maison. Ma mère nettoyait des bureaux la nuit et faisait des retouches de couture le jour pour nous maintenir à flot après le départ de mon père. Et je me souvenais, avec une clarté qui ne s'est jamais effacée, de la manière particulière dont certains parents regardaient son manteau d'occasion, ses chaussures usées, la façon méticuleuse dont elle comptait la monnaie à l'épicerie. Je me suis promis très jeune que je bâtirais quelque chose de si solide que plus personne ne pourrait jamais me regarder de cette façon.
Je n'avais juste jamais imaginé que la version du succès que j'avais construite finirait par être la chose même que je cacherais à l'homme que j'épouserais, parce qu'une vieille blessure en moi assimilait encore le fait d'être aimé au fait d'être indigne, peu importe ce que je possédais. Cette blessure est exactement ce que la famille Roche a trouvé et sur laquelle elle a appuyé encore et encore, sans même savoir qu'elle le faisait. Adrien était charmant cette nuit-là, attentionné d'une manière qui ressemblait à la lumière du soleil après des années de réunions froides avec des clients et de nuits de travail solitaire. Il posait des questions et écoutait vraiment les réponses. Il m'a fait rire si fort à ce gala qu'un serveur nous a demandé de faire moins de bruit. Je suis tombée amoureuse de lui lentement, de la façon dont on glisse dans un bain chaud sans remarquer que l'eau monte au-dessus des épaules. Je ne l'ai pas corrigé lorsqu'il a supposé que ma garde-robe modeste signifiait des revenus modestes. Je n'ai pas expliqué que le petit job de design que je mentionnais avec désinvolture était en réalité une entreprise de 12 employés avec des contrats pour des clients dont les maisons possédaient des ascenseurs. Une petite partie silencieuse de moi aimait être aimée sans que mon succès y soit attaché. Je voulais savoir si Adrien Roche m'aurait choisi même si je n'avais rien. J'ai eu ma réponse. Il a juste fallu 3 ans et 2 nouveau-nés pour qu'elle arrive. Béatrice ne m'a jamais aimée. Cette partie était évidente dès notre tout premier dîner, quand elle a regardé ma robe de prêt-à-porter et a dit, assez fort pour que toute la table entende, que décidément Adrien ne choisissait pas les femmes pour leur compte en banque, n'est-ce pas? J'en ai ri à l'époque. J'en ris beaucoup moins maintenant. Béatrice dirigeait la famille Roche comme une multinationale avec elle-même comme présidente permanente. Le défunt père d'Adrien avait laissé derrière lui une fortune modeste et une entreprise d'hôtellerie de charme en difficulté, 3 petites auberges réparties dans 2 régions, que Béatrice essayait de maintenir à flot depuis une décennie par pure obstination et une série de prêts de plus en plus désespérés. Elle adorait les apparences. Elle adorait le contrôle. Et elle avait décidé dès le premier mois de notre rencontre que j'étais une femme qui faisait un mariage d'intérêt, une femme qui avait besoin d'être gérée, surveillée et finalement écartée une fois qu'elle aurait rempli l'usage que Béatrice imaginait pour moi. Je ne me suis pas battue pour une place dans cette famille. J'ai simplement construit ma vie tranquillement aux côtés de la leur, travaillant depuis une véranda aménagée dans la maison qu'Adrien et moi avions achetée ensemble, une maison qui, sur le papier, était inscrite à nos 2 noms, mais pour laquelle j'avais contribué à près de 70% de l'apport, en utilisant des économies dont je n'avais jamais révélé la source. Adrien savait que j'avais un peu d'argent de côté. Il n'a jamais demandé combien. Je ne lui ai jamais dit. Avec le recul, ce silence était une forme d'intimité brisée. C'étaient 2 personnes construisant un mariage sur des vérités séparées non partagées, et les vérités qui restent non partagées trop longtemps finissent par s'aigrir en quelque chose d'autre. La grossesse a été difficile. Les jumeaux sont éprouvants pour n'importe qui, et les miens m'ont mené la vie dure pendant les 36 semaines où je les ai portés. Adrien est devenu distant presque au moment où la 2e ligne est apparue sur le test. Je me suis dit que c'était la peur. La paternité terrifie beaucoup d'hommes. J'ai trouvé des excuses pour les nuits tardives au bureau, pour le téléphone qu'il commençait à garder face contre table sur chaque surface, pour la façon dont il a cessé de me chercher dans le lit des mois avant que je ne devienne trop imposante pour être enlacée. Il y avait aussi des signes plus petits, le genre qu'on ne reconnaît clairement qu'une fois forcé de les regarder sous une lumière plus crue. Adrien a arrêté de demander comment le choix des prénoms avançait vers le 5e mois. Il a cessé de poser sa main sur mon ventre la nuit pour sentir un coup de pied, riant doucement quand il en trouvait un. Il a commencé à rentrer plus tard, toujours avec une explication raisonnable. Un dîner client, une échéance, le pot de départ d'un collègue. J'ai tout cru parce que le croire était plus facile que d'affronter l'alternative. J'aurais dû prêter plus d'attention à une femme nommée Sandrine Vallet. Sandrine travaillait dans le cabinet d'Adrien. Une associée en marketing avec un rire qui s'entendait à travers tout l'open space et l'habitude de prendre des nouvelles de mon mari les week-ends quand j'étais plongée jusqu'au coude dans la peinture de la chambre des bébés et l'épuisement du 3e trimestre. Je l'ai rencontrée 2 fois lors d'événements d'entreprise. Les 2 fois, Adrien l'a présentée de la même manière trop décontractée. Voici Sandrine, elle est dans mon équipe. Le genre d'introduction qu'un homme donne quand il a répété à quel point il doit paraître détaché. Je ne savais pas encore.
Je veux être honnête à ce sujet parce que ce n'est pas une histoire où j'étais une brillante détective rassemblant des indices depuis le début. J'étais une femme très enceinte, très fatiguée, essayant de construire une chambre d'enfant et de faire tourner une entreprise depuis un ordinateur portable en équilibre sur mes genoux gonflés. J'ai raté des choses. Ou peut-être qu'une partie de moi a choisi de ne pas regarder de trop près, de la même façon qu'on évite de toucher une ecchymose parce qu'on sait déjà à quel point elle va faire mal. Les jumeaux sont arrivés 3 jours plus tôt au milieu d'une tempête de neige un mardi. 11 heures de travail qui m'ont laissé vidé, recousu et tenant 2 humains incroyablement petits qui étaient, pendant un instant épuisés et trempés de larmes, la seule chose qui comptait dans le monde entier. Gabriel est arrivé le premier, calme et observateur même en tant que nouveau-né. Éléonore a suivi 4 minutes plus tard, déjà furieuse contre l'air froid de l'hôpital. Son cri remplissant la pièce d'une manière qui a fait rire une infirmière en disant qu'elle dirigerait la maison avant l'âge de 3 ans. Adrien les a tenus tous les deux. Il a pleuré, vraiment pleuré. Et pendant un instant, je me suis permis de croire que quelle que soit la distance qui s'était creusée entre nous pendant la grossesse, elle se refermerait maintenant que nos enfants étaient là, respirant réellement. J'avais tort. Elle s'est refermée pendant exactement 10 jours. 10 jours, ce n'est pas très long. C'est à peine assez de temps pour que le reste du cordon ombilical d'un nouveau-né tombe. À peine assez de temps pour que le corps d'une mère se souvienne comment fonctionner avec un sommeil interrompu. À peine assez de temps pour établir quoi que ce soit ressemblant à un rythme avec 2 nourrissons qui avaient besoin d'être nourris toutes les 2 heures sans interruption. C'était apparemment exactement assez de temps pour qu'Adrien et sa mère finissent de planifier ce qui allait suivre. J'ai remarqué un changement au 7e jour. Béatrice a commencé à arriver à la maison quotidiennement, toujours avec une excuse, apportant de la soupe, prenant des nouvelles de ses petits-enfants, s'attardant dans la cuisine avec Adrien pour des conversations à voix basse qui s'arrêtaient dès que j'entrais. J'ai mis ça sur le compte de l'enthousiasme d'une grand-mère mélangé à l'épuisement de nouveaux parents rendant tout plus suspect que ça ne l'était. Au 9e jour, j'ai trouvé un message sur la tablette familiale partagée que nous gardions pour les listes de courses. Un message de Sandrine à Adrien qui s'était synchronisé entre les appareils à cause d'un réglage négligent qu'aucun de nous n'avait pensé à vérifier. Ce n'était pas explicite. Ça n'avait pas besoin de l'être. On y est presque. Une fois qu'elle sera sortie, on pourra enfin arrêter de cacher ça. J'ai lu cela debout dans la chambre des bébés à 4 heures du matin, Éléonore endormie contre mon épaule. Tout mon corps est soudainement devenu plus froid que la pièce ne l'était réellement. Une fois qu'elle sera sortie, sortie de quoi? Je ne comprenais pas encore pleinement. J'ai supposé, dans ma panique due au manque de sommeil, que cela signifiait sortie du mariage. Je n'avais aucune idée, pas encore, de la façon littérale dont cette phrase allait devenir réalité. J'ai confronté Adrien le lendemain matin, calmement, épuisé, tenant Gabriel pendant qu'il buvait au biberon parce que mon corps n'avait plus rien à donner à ce moment-là. Je lui ai demandé directement qui était Sandrine pour lui. Il n'a pas nié de la façon dont un homme coupable mais repentant pourrait le faire. Il ne s'est pas effondré ni n'a demandé pardon. Il m'a regardé avec quelque chose de proche du soulagement, comme si j'avais enfin dit à haute voix ce qu'il avait été trop lâche pour dire lui-même. « Ça ne marche plus Clara », a-t-il dit. « Ça ne marche plus depuis longtemps. Je pense qu'il vaut mieux que nous soyons honnêtes à ce sujet maintenant avant que les choses ne deviennent plus compliquées. » Plus compliquées. Comme si 2 nourrissons de 10 jours n'étaient pas déjà la chose la plus compliquée et la plus précieuse dont l'un de nous serait jamais responsable. Je veux vous dire que je me suis battue à ce moment-là avec feu et fureur, mais la vérité est que je suis restée assise là, dans un silence stupéfait, tenant notre fils. Pendant que mon mari expliquait d'une voix calme et répétait que lui et Sandrine étaient ensemble depuis la majeure partie d'une année, qu'il avait prévu de me le dire une fois que les choses se seraient calmées. Et que sa mère était d'accord sur le fait qu'il serait préférable pour tout le monde que je prenne du temps pour réfléchir ailleurs. Ailleurs. Comme si j'avais un ailleurs tout près. Comme si une femme 10 jours après l'accouchement avec 2 nouveau-nés avait simplement une maison de secours qui l'attendait dans l'ombre. Ils ont supposé que je n'en avais pas. C'était leur première erreur. Béatrice est arrivée à 18 heures ce soir-là, officiellement pour aider avec les bébés, bien que j'ai compris alors que ces visites n'avaient jamais vraiment concerné les jumeaux.
Elle a franchi la porte d'entrée avec l'énergie particulière d'une femme qui attendait ce moment. Nous devons parler, Clara, a-t-elle dit, s'installant sur le canapé comme si elle possédait la maison, ce qui, pour être juste envers ses suppositions, était ce qu'elle croyait pratiquement, puisqu'elle n'avait jamais envisagé que quelqu'un d'autre qu'Adrien puisse l'avoir payé. Cet arrangement n'est manifestement pas viable. J'ai demandé de quel arrangement elle parlait, bien que je le sache déjà. Toi et Adrien, a-t-elle dit, agitant une main comme si le mariage lui-même était un meuble encombrant. Ça ne marche pas. Tout le monde peut le voir. Et franchement, ma chère, il vaudrait mieux pour les enfants d'avoir de la stabilité maintenant plutôt que de grandir dans une maison pleine de tensions. J'ai serré Éléonore un peu plus fort et j'ai demandé, très simplement, où exactement elle pensait que j'étais censée emmener cette stabilité, puisque je n'avais pas de famille dans la région, aucun revenu immédiat dont elle avait connaissance. Et 2 nourrissons qui avaient besoin de soins 24 heures sur 24. Béatrice a souri. Ce n'était pas un sourire gentil. Tu trouveras bien quelque chose. Tu finis toujours par y arriver, n'est-ce pas? En travaillant depuis ta petite véranda. La façon dont elle a dit petite m'a donné des frissons. Tu t'en es manifestement sorti avant Adrien. Je suis sûre que tu te débrouilleras. J'ai regardé Adrien, debout près de l'entrée de la cuisine, les bras croisés, ne disant rien. Ne me défendant pas. Ne défendant pas le droit de nos enfants à un foyer stable que leur mère avait construit avec son propre argent. Juste debout là, laissant sa mère faire le travail de mettre fin à mon mariage pour lui, de la même façon qu'il avait laissé une infirmière me tenir la main pendant le travail alors qu'il vérifiait son téléphone. C'est le moment où j'ai compris que quelque chose avait changé de façon permanente entre nous trois. Et cela a continué à changer rapidement au cours des heures suivantes jusqu'à atteindre un point que personne ne pourrait effacer. C'est arrivé juste avant 21h ce soir-là. J'étais montée nourrir les jumeaux, épuisée au-delà de toute pensée cohérente, quand j'ai entendu des éclats de voix en bas. Le ton sec et furieux de Béatrice coupait à travers les planchers. La voix plus basse d'Adrien essayant occasionnellement et sans succès de l'interrompre. Quand je suis redescendue avec Gabriel enfin endormi contre ma poitrine et Éléonore s'agitant dans mon autre bras, Béatrice se tenait près de la porte d'entrée, tenant mon manteau, mon sac de sortie d'hôpital et une pile d'articles pour bébé qu'elle avait apparemment emballé elle-même pendant que j'étais à l'étage. Je pense qu'il est préférable que tu ailles loger quelque part ce soir, a-t-elle dit. Éclaircis-toi les idées. Laisse Adrien et moi régler les détails pratiques. Je lui ai dit que je ne partais pas de chez moi à 21h avec 2 nouveau-nés au milieu d'une tempête de neige. C'est alors que sa voix s'est brisée dans le cri qui a commencé toute cette histoire. Prends tes bébés et disparais. J'ai regardé Adrien. Je l'ai regardé directement, attendant sincèrement, une petite partie de moi espérant encore qu'il s'avance et dise à sa mère d'arrêter, de me dire de m'asseoir, de reconnaître que quoi qu'il se soit brisé entre nous, nos enfants ne méritaient pas d'être jetés dans une tempête de neige. Il n'a pas bougé. Il a regardé le sol, puis il a ouvert la porte d'entrée lui-même. Je ne me souviens pas avoir décidé de la franchir. Je me souviens du froid frappant mon visage en premier, plus vif que tout ce que j'avais ressenti depuis des années, puis le son de la porte se fermant derrière moi, le clic de la serrure qui tourne. La lumière chaude disparaissant derrière le verre givré pendant que je me tenais sur une allée tenant 2 nourrissons en pleurs, mon manteau ouvert ne servant à rien contre le vent qui trouvait chaque interstice. Pendant quelques secondes, je n'ai pas pu bouger du tout. Mon corps se remettait encore de l'accouchement. Chaque point de suture en moi hurlait sous l'effort de simplement rester debout, et le vent coupait à travers le coton fin de ma chemise de nuit comme s'il avait une affaire personnelle avec mes os. Le cri d'Éléonore est monté en quelque chose de brut et de frénétique, et je me souviens avoir pressé mes lèvres sur le sommet de sa tête, murmurant la seule chose que je pouvais penser à dire encore et encore, à moitié pour elle et à moitié pour moi-même. On va bien, on va bien, on va bien. Je ne le croyais pas encore. Je l'ai dit quand même parce qu'un nouveau-né ne peut pas entendre le désespoir et qu'une mère ne peut pas se permettre de le laisser paraître même quand le désespoir est la seule chose honnête dans sa poitrine. J'ai regardé une fois en arrière vers la maison, vers la lumière du perron brillant d'un éclat doré contre la neige, vers la forme de l'ombre d'Adrien s'éloignant de la fenêtre et quelque chose en moi est devenu très calme et très immobile.
De la façon dont l'eau devient immobile juste avant de geler solidement. Je me souviens avoir pensé avec une étrange clarté distante qui ne vient que dans les moments de véritable choc qu'il pensait que c'était la fin de quelque chose pour moi. Il n'avait absolument aucune idée que c'était le début. Je n'ai pas appelé un refuge ce soir-là. Je n'ai pas appelé une amie pour qu'elle vienne me secourir en sanglotant sur son paillasson. J'ai fait quelque chose que Béatrice et Adrien n'auraient jamais imaginé que j'étais capable de faire parce qu'ils avaient passé 3 ans à décider que j'étais une femme qui n'avait rien derrière son nom. J'ai appelé la ligne de chauffeur d'urgence de mon entreprise. Le service de voiture que ma propre firme conservait pour les réunions de clients tardives et en l'espace de 11 minutes, une berline noire est entrée dans cette allée. Mon assistante Marion avait réservé une chambre dans un hôtel et préparé des biberons chauffés au moment où je suis arrivée parce que je lui avais envoyé un message à la seconde où j'avais quitté ce perron et Marion n'avait pas posé une seule question avant de commencer à passer des appels. Je veux être très claire sur une chose ici. Je n'ai jamais été fauchée. Je n'ai jamais été sans option. J'avais simplement passé 3 ans à choisir de ne pas révéler toute la vérité sur qui j'étais et ce que j'avais construit parce que je voulais un mariage où je n'étais pas valorisée pour un solde bancaire. Ce choix m'avait coûté la capacité d'être vue clairement par les 2 personnes qui s'apprêtaient à apprendre exactement qui elles avaient jeté dans la neige. À minuit, enveloppée dans un peignoir d'hôtel avec les 2 jumeaux enfin apaisés et dormant dans un berceau de qualité hospitalière que mon entreprise gardait en réserve pour exactement ce genre de besoin de voyage d'urgence. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai fait la seule chose que j'avais évité de faire pendant 3 ans. J'ai dit la vérité. Le premier appel a été pour mon avocate, une femme vive et imperturbable nommée Maître Sarah Ben-Alak, qui gérait les contrats de mon entreprise depuis le début. J'ai tout expliqué. La maison, les relevés d'apport sous mon vrai nom, le mariage, la liaison, les cris dans la neige. Sarah a écouté sans m'interrompre. Et quand j'ai eu fini, elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Clara, tu possèdes 70% de l'équité de cette maison par des transferts documentés. Tu as 3 ans de relevés bancaires prouvant un revenu indépendant dépassant tout ce qu'Adrien a jamais gagné. Et tu as un message texte admettant une infidélité préméditée synchronisée autour de ton accouchement. Ce n'est pas compliqué. Ça va être très, très propre. Le deuxième appel a été pour la directrice des relations publiques de mon entreprise, une jeune femme farouchement loyale nommée Ophélie Morin, qui me suppliait depuis 2 ans de laisser l'industrie savoir que Léonie Castel et Clara Beaumont étaient la même personne. C'est une histoire, Clara, a-t-elle dit plus d'une fois. Une bonne histoire. Les gens adorent découvrir que la femme discrète dans le coin est en fait celle qui dirige la pièce. Ce soir-là, pour la première fois, je lui ai dit de la lancer. Pas par dépit. Je veux être honnête sur mes propres motivations ici parce que les histoires de vengeance sont plus satisfaisantes quand elles sont enracinées dans quelque chose de réel. Je ne faisais pas ça pour détruire Adrien pour le plaisir de la destruction. Je le faisais parce que j'avais enfin compris que cacher mon succès n'avait jamais protégé mon mariage. Cela n'avait fait que protéger la capacité d'Adrien et de Béatrice à me sous-estimer. Et la sous-estimation, je l'apprenais vite, est une chose très dangereuse à offrir à des gens qui pensent déjà du mal de vous. Il y avait aussi un côté pratique à rendre l'affaire publique. Un côté que je n'avais pas pleinement mesuré jusqu'à ce qu'Ophélie le soulève. Toute entreprise de ma taille effectue une révision permanente des conflits d'intérêts chaque fois que le nom d'un fondateur devient public en lien avec des problèmes juridiques ou de réputation. C'est une gestion des risques de routine. La même révision que nous ferions si un client s'avérait faire l'objet d'une enquête fédérale. L'équipe d'Ophélie a extrait la liste des contrats actifs dans la semaine, croisant chaque client avec le nom de Roche par simple prudence, rien de plus. C'est ainsi que nous l'avons trouvé. Le gestionnaire d'affaires de Béatrice avait signé avec ma firme près d'1 an plus tôt par l'intermédiaire d'un autre client du secteur de l'hôtellerie avec lequel nous avions travaillé. Une manière assez ordinaire pour les contrats d'atterrir dans un marché du design de luxe qui est plus petit et plus interconnecté que les gens ne le pensent. Personne de mon côté n'avait fait le lien avant cela parce que je n'examinais jamais personnellement les listes de clients à cette échelle et le gestionnaire de Béatrice avait signé l'accord sans qu'elle ne demande jamais qui était réellement derrière le nom de la firme. Les semaines suivantes ont avancé avec un élan que je n'avais pas prévu. Ophélie a orchestré une publication à large portée.
La fondatrice discrète et fuyant la publicité derrière certains des intérieurs résidentiels les plus recherchés du pays avait un nom, un visage et une histoire sur la survie à une nuit d'hiver impliquant d'être enfermé hors de sa propre maison. L'article ne nommait pas Adrien ou Béatrice directement, mais il n'en avait pas besoin. Quiconque dans leur cercle social le lisait comprenait exactement qui était le mari infidèle et la belle-mère manipulatrice mentionnés dans un langage soigneusement approuvé par les avocats. Sarah a agi rapidement sur le front juridique, bien que rapidement devant le tribunal de la famille signifie toujours des semaines et non des jours. En 4 jours, elle a obtenu une ordonnance temporaire d'urgence m'accordant l'usage exclusif de la maison. Les tribunaux agissent vite quand des nourrissons sont impliqués et qu'un parent possède des documents montrant qu'ils ont été expulsés d'une résidence sans sécurité ni soins organisés. Mais une ordonnance d'urgence n'est pas un jugement final. Cela m'a rendu la maison et la stabilité des jumeaux pendant que l'affaire réelle se déroulait, ce qui a pris la majeure partie de 2 mois de dépôt, de divulgation financière et d'une déposition où les propres mots d'Adrien de cette nuit-là lui ont été relus par Sarah lentement, 2 fois. Parce que l'acte de propriété de la maison reflétait ma contribution financière documentée bien plus lourdement que celle d'Adrien, et parce que les tribunaux prennent une position ferme sur les soignants principaux de nourrissons expulsés illégalement d'une résidence partagée. L'ordonnance temporaire a tenu pendant toute la procédure et est finalement devenue permanente. Adrien s'est battu brièvement avec le genre d'énergie que déploient les hommes qui n'ont jamais eu à se battre pour quoi que ce soit dans leur vie et ne savent pas comment tenir sur la durée. Son avocat a soutenu que la maison était un bien matrimonial. Sarah a calmement produit 3 ans de relevés de virements bancaires montrant ma contribution indépendante aux côtés d'un rapport de comptabilité médico-légale montrant que pendant la même période, les contributions d'Adrien aux dépenses du ménage avaient régulièrement diminué tandis que des retraits inexpliqués, plus tard tracés vers un appartement loué sous le nom de Sandrine Vallet, avaient régulièrement augmenté. La liaison, autrefois simplement suggérée, a fait surface progressivement à travers ces mêmes dépôts financiers au cours des semaines suivantes. D'abord dans le rapport du comptable, puis dans la propre déposition de Sandrine, jusqu'à ce qu'elle existe dans le dossier de l'affaire que quiconque le veuille ou non. La réaction de Béatrice à tout cela mérite sa propre mention parce qu'elle vous dit tout sur qui elle était réellement sous les apparences polies qu'elle avait passé une décennie à soigner. Elle ne s'est pas excusée. Elle ne s'est pas adoucie. Au lieu de cela, elle a tenté de rallier ce qui restait du cercle social de la famille contre moi, disant à quiconque voulait l'échanger que je m'étais frayé un chemin par manipulation dans leur famille, que j'avais caché ma richesse comme une sorte d'escroc préparant un coup. Elle a mal calculé. Parce qu'à ce moment-là, l'histoire qui circulait n'était pas celle d'une escroc. C'était celle d'une mère poussée dans la neige avec des jumeaux nouveau-nés par la trahison alimentée par une maîtresse et la cruauté d'une belle-mère. Et les clients en design, comme il s'avère, se souciaient profondément du caractère de la personne redessinant leur maison à plusieurs millions d'euros. 3 des propres propriétés hôtelières de Béatrice, celle-là même qu'elle avait passé une décennie à essayer de maintenir solvable, avaient récemment signé des contrats avec ma firme pour une rénovation prévue censée sauver l'entreprise défaillante. Le même contrat que l'équipe d'Ophélie avait signalé lors de sa révision de routine. J'ai laissé mon équipe juridique exercer discrètement et professionnellement la clause de moralité standard du contrat la semaine où la liaison est devenue une partie du dossier public de l'affaire. Les contrats de rénovation ont été résiliés. Les auberges de Béatrice, déjà noyées sous les dettes, ont perdu la bouée de sauvetage financière exacte que ce projet représentait. Je n'ai pas jubilé. Je n'ai pas envoyé un seul message. J'ai simplement laissé la paperasse parler. De la façon dont elle avait autrefois laissé une porte claquée parler pour elle. Rien de tout cela n'est venu sans coup pour moi. Et je pense qu'il est important de le dire clairement plutôt que de laisser croire à un tour de victoire facile. Certains membres de la famille élargie d'Adrien ont pris son parti publiquement, me traitant de calculatrice pour avoir rendu l'affaire publique. Disant que j'avais utilisé mon succès comme une arme contre un homme essayant simplement de passer à autre chose. Une poignée de clients potentiels se sont discrètement retirés, ne voulant pas travailler avec une designer désormais empêtrée dans un divorce médiatisé et désordonné. Inquiets pour leur propre vie privée par association. Les frais juridiques ont été assez élevés pour que je doive puiser dans des économies que j'avais accumulées pendant des années sans y toucher. Et il y a eu des nuits, beaucoup de nuits,
où j'étais assise éveillée avec un nourrisson en pleurs de chaque côté de moi et où je ne me sentais pas du tout comme une femme gagnant quoi que ce soit. Juste une femme survivant à une heure de plus d'un combat qu'elle n'avait jamais demandé. L'arrangement pour la garde, quand il a finalement été réglé après ces mois de procédure, m'a donné la résidence principale avec les jumeaux. Les visites d'Adrien ont commencé sous surveillance totale, une procédure standard, a expliqué Sarah. Chaque fois qu'un tribunal voit autant d'instabilité et si peu de routine établie entre un père et des nourrissons dans les premières semaines de leur vie, peu importe la faute. Ce n'était pas conçu comme une punition, bien que cela ait certainement été ressenti comme une conséquence. Au cours de l'année suivante, alors qu'Adrien s'est présenté régulièrement et a terminé les cours de parentalité requis par le tribunal, l'exigence de surveillance a été progressivement levée. Je ne prétendrai pas que cela n'a pas compliqué la fin propre et satisfaisante que j'aurais pu vouloir. La coparentalité avec un homme qui a brisé votre famille est un genre particulier d'épuisement, un qui ne s'arrête pas juste parce que l'affaire judiciaire est terminée. Je suis revenue vivre dans la maison au début du printemps, sur cette même allée où je m'étais autrefois tenue gelée avec 2 nouveau-nés, maintenant bordée par les premiers crocus têtus perçant à travers les derniers restes de neige. Je me suis tenue là pendant un long moment le jour où j'ai récupéré les clés, Gabriel attaché contre moi, Éléonore faisant la sieste dans sa poussette, et je me suis enfin laissée pleurer complètement. Pas de chagrin cette fois, mais de quelque chose de proche du soulagement. Adrien a fini par me contacter, des mois plus tard, dans un message qui ressemblait plus à celui d'un homme pleurant ce qu'il avait perdu qu'à celui d'un homme comprenant pourquoi il l'avait perdu. Il a écrit qu'il n'avait jamais prévu que les choses aillent aussi loin. Il a écrit qu'il n'avait pas réalisé tout ce qu'il avait tenu pour acquis. Je n'ai pas répondu avec colère. J'ai répondu avec 5 mots qui me semblaient plus vrais que tout ce que j'aurais pu lui crier sur ce perron. Tu avais tous les avertissements. Il a essayé une fois de plus, des semaines après cela, se présentant sans prévenir devant le bureau où je travaillais désormais ouvertement sous mon propre nom, sans plus aucun pseudonyme derrière lequel me cacher. Il se tenait là sur le parking, paraissant plus petit que dans mes souvenirs, et il a demandé doucement pourquoi je ne lui avais jamais dit la vérité sur qui j'étais dès le début. J'ai réfléchi à cette question pendant un long moment avant de répondre, car elle méritait une réponse honnête plutôt qu'une réponse cinglante. Je t'ai dit exactement qui j'étais, Adrien, ai-je dit. Tu as juste décidé qu'une femme sans beaucoup d'argent était plus facile à aimer qu'une femme qui n'avait pas besoin de toi pour survivre. Ce n'était jamais mon secret à porter. C'était le tien. Il n'a pas eu de réponse à cela. Je ne pense pas qu'il en aura jamais. La relation de Sandrine et d'Adrien, d'après ce que je comprends à travers les petits chevauchements inévitables que nos vies partagent encore à cause des jumeaux, n'a pas survécu aux retombées non plus. C'est une chose étrange que de regarder une relation construite sur le secret découvrir que le secret ne disparaît pas une fois qu'il a servi son but. Il est simplement redirigé vers celui qu'il est pratique de blâmer ensuite. Béatrice ne s'est jamais excusée. J'ai cessé de l'attendre elle aussi. Certaines personnes sont constitutionnellement incapables d'admettre que l'allée qu'elles ont construite de leurs propres mains est celle qui a fini par les enterrer. J'ai entendu, par le biais des rumeurs inévitables qui relient encore nos vies, que Béatrice a finalement dû vendre l'une des 3 auberges pour couvrir la dette laissée après la dissolution du contrat de ma firme et restructurer le financement des 2 autres juste pour les empêcher de suivre le même chemin. Elle a gardé l'entreprise en vie, techniquement, bien que selon ces mêmes rumeurs, sa santé ait commencé à décliner sous le stress de regarder une décennie d'apparence soignée s'effondrer en l'espace d'une seule saison. J'ai ressenti quelque chose en entendant cela, bien que ce ne soit pas du triomphe, pas exactement. C'était plus proche de la satisfaction calme et sobre de voir la conséquence enfin arriver à une porte qui avait passé des années à se croire exempte de devoir répondre de quoi que ce soit. Même en sachant que la conséquence, comme la plupart des choses, arrivait de façon désordonnée et incomplète plutôt que comme une punition finale bien rangée. Je ne l'ai pas appelée. Je n'ai pas envoyé de fleurs. Et je n'ai pas envoyé de jugement non plus. J'ai simplement laissé sa situation exister de la façon dont la mienne avait été forcée d'exister sur cette allée. Sans abri, sans assistance, entièrement à elle pour survivre. Ces jours-ci, mon studio dans la véranda s'est étendu en un bureau complet de l'autre côté de la maison. Des murs couverts d'échantillons de tissus et de plans.
Mes 2 enfants assez grands maintenant pour trottiner entre les tables à dessin pendant que Marion essaie vaillamment de les empêcher de manger des échantillons de soie brute. Gabriel est calme et observateur, tout comme il l'était à l'instant où il est né. Éléonore annonce toujours ses opinions à toute la maison dès que quelque chose lui déplaît, et je n'ai jamais une seule fois essayé d'éteindre ce feu en elle. Certains soirs, après que les 2 jumeaux ont enfin été baignés, nourris et installés dans un sommeil lourd et paisible, je m'assois seule dans la véranda où le 2e chapitre de ma vie a pris racine, et je me laisse simplement respirer. La maison est calme d'une manière qu'elle n'a jamais été durant ces derniers mois tendus avec Adrien. Ce vieux calme était le son d'une femme qui se rétrécissait pour tenir dans le confort de quelqu'un d'autre. Ce calme est le son d'une femme qui a enfin cessé de s'excuser pour la taille de la vie qu'elle a construite. Je pense souvent à cette nuit, non pas avec la piqûre vive qu'elle portait autrefois, mais avec une sorte d'étrange clarté. Béatrice et Adrien ont regardé une femme tenant 2 nouveau-nés dans la neige et ont vu quelqu'un qui n'avait rien. Ils ont vu quelqu'un qu'ils pouvaient écarter sans conséquence parce qu'ils avaient déjà décidé, bien avant cette nuit-là, exactement le peu que je valais. Ils se sont trompés sur presque tout ce qui importait. Et la terre dans laquelle ils m'ont poussé cette nuit-là s'est avérée être exactement l'endroit où j'ai finalement planté quelque chose qui a grandi assez fort pour survivre à chaque chose qu'ils pensaient protéger. Alors voici ce sur quoi je reviens sans cesse et ce que je veux vous demander directement parce que je pense que cela dit quelque chose de vrai sur la facilité avec laquelle les gens confondent le silence avec la faiblesse et la modestie avec le vide. Cette histoire nous rappelle avec force que l'indépendance et la valeur d'une personne ne sont pas toujours visibles en surface. Clara a choisi de vivre sa relation sur la base de l'amour pur, en mettant de côté sa réussite matérielle, mais elle a découvert que ceux qui l'entouraient n'avaient pas la même noblesse de cœur. La leçon ici est double. D'abord, ne sous-estimez jamais la force d'une personne qui garde le silence, car son calme cache souvent une résilience et des ressources insoupçonnées. Ensuite, la véritable sécurité ne vient pas de ceux sur qui nous comptons, mais de la solidité de ce que nous construisons par nous-mêmes. Adrien et Béatrice ont confondu la discrétion de Clara avec de la vulnérabilité, et c'est cette erreur de jugement qui a causé leur chute. En fin de compte, la vie a une manière très particulière de remettre les pendules à l'heure lorsque l'arrogance rencontre la détermination silencieuse. Nous vivons dans un monde qui nous pousse à toujours afficher nos succès pour être respectés, mais Clara nous prouve que posséder sa propre force sans avoir besoin de la crier est la forme ultime de pouvoir. Sa capacité à ne pas répondre à la cruauté par la haine, mais par des faits juridiques et professionnels implacables, montre une maturité émotionnelle exemplaire. Et vous, avez-vous déjà été dans une situation où l'on vous a sous-estimé simplement parce que vous ne faisiez pas de bruit ? Comment avez-vous réagi pour prouver votre véritable valeur sans perdre votre dignité ? Partagez vos expériences dans les commentaires, cela pourrait aider quelqu'un qui traverse une épreuve similaire aujourd'hui.